Bien, bonjour à tous. Je me définis souvent aux confins de mes activités d'auteur, d'éditeur, de chercheur, d'historien, de journaliste, comme un passeur de mémoire. Je ne veux pas plagier Malraux qui avait dit à un moment donné que le XXe siècle serait celui de la spiritualité. Vous ne serez pas. Moi, je pense réellement que le XXIe siècle, celui que vous vivez, va être celui de la transmission. Et que plus le monde se virtualisera, plus il se mondialisera, et plus nous aurons besoin de points de repère. Et ces points de repère, nous les trouverons dans l'histoire, qui est quelque chose de vital, dans les fondamentaux qui servent à nous éduquer, à nous apprendre à vivre. Il y a savoir lire, écrire, compter, et puis il y a deux matières fondamentales qui font partie de ces fondamentaux. Et ça ne sera pas pour causer du déplaisir à ceux de vos enseignants qui sont là. Outre le fait de savoir lire, écrire, compter, il est bon de savoir se situer dans l'espace et dans le temps. Et là, bien sûr, on a parlé de l'histoire et de la géographie. Ce sont des matières vitales. Quand on pense que des gens comme De Gaulle ou Saint-Exupéry arrivaient à lire dans l'avenir, tellement par moments on est troublé par le côté un peu prémonitoire de ce qu'ils mettent au point, eh bien en fait ce ne sont pas des gens qui lisent dans le bar de café, ce sont des gens qui ont une fabuleuse connaissance de l'histoire et qui sont capables de continuer à tirer des lignes, à prolonger les trajectoires, ce qui leur donne l'incroyable clairvoyance qui a été la leur et qui fait que par exemple sous les bombes du Blitz, c'est-à-dire quand les nazis essayent de raser Londres, et ils y sont presque arrivés puisque en 40-41, imaginez qu'à Paris, l'Assemblée nationale ait été rasée. C'est ce qui est arrivé à la Chambre des communes à Londres. Sous les bombes du Blitz, De Gaulle est en train non seulement de préparer ce qui va aboutir au fait qu'il gagnera la guerre avec la France libre, avec ses alliés, mais il est déjà en train de chercher à gagner la paix. C'est-à-dire qu'il met au point les prolégomènes de ce que deviendra la Ve République en 1958. La Constitution que nous vivons aujourd'hui et qui n'est d'une certaine façon pas encore arrivée à terme. Donc imaginez que le programme qui a été échafaudé sous les bombes nazies en 1941, c'est encore celui qui gouverne à nos destinées aujourd'hui, en 2012. C'est assez étonnant. Alors pourquoi ce goût ? Bien, je viens de l'expliquer, et puis parce que je pars d'une idée toute simple. La première idée, c'est que les gens qui font l'histoire ne sont pas seulement les têtes d'affiche de vos livres de classe. Ce sont aussi ces obscurs, ces sans grades qu'étaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et vos aïeux. Et toute la collection Parole de est partie de là. Parole de Poilu est partie de là. La vision qu'on a de la guerre, surtout dans les temps modernes, au XXe, au XXIe siècle, elle est en général considérablement déformée par la propagande, qui est de plus en plus active, qui a de plus en plus de moyens sophistiqués à sa disposition. Et les historiens, les commentateurs, les analystes mettent de plus en plus de temps à séparer le bon grain de l'ivraie et à y voir clair. Quand j'ai lancé, il y a maintenant 14 ans, l'opération Parole de Poilu, en demandant aux Français de m'envoyer les plus belles lettres de soldats de la Grande Guerre, qui dormaient dans leurs archives, je subodorais ce que j'allais recevoir, mais je ne m'attendais quand même pas à ce résultat. La guerre que nous racontent ces lettres, écrites pour la plupart dans la boue des tranchées, n'a rien à voir avec celle qui, pendant longtemps, a peuplé nos livres de classe. Et ce n'est pas une pierre jetée dans le jardin de vos professeurs d'histoire qui font le plus beau métier du monde et qui le font très bien. C'est simplement dû au fait que la propagande était tellement présente, ayant asservi la presse, les outils de communication, que les images, le savoir qui a été transmis sur la Grande Guerre pendant près de 80 ans a été en partie faussé par cette propagande. Quand vous allez au cinéma voir un film sur la Première ou sur la Seconde Guerre mondiale, pensez par exemple à un film qui a moins de 10 ans, Le Soldat Ryan. Vous allez voir des comédiens comme Tom Hanks qui sont des quadras bien virils. Et je dis toujours aux gens qui ont l'intention de réaliser un film sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
Votre casting, il ne faut pas aller le faire avec des quadras bien mûrs et bien virils. Il faut aller le faire dans les classes de seconde, de première et de terminale. Parce que l'âge moyen des gens qui sont en guerre, des soldats, la plupart des gens, quasiment 80% d'entre eux, ce sont des gens qui ont entre 17 et 23 ans. Et à 23 ans, dans un conflit comme la Première ou comme la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine façon, on est déjà un vieux. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et le succès de Parole de Poilu est dû au fait que la Première Guerre mondiale est au programme en classe de 3e. La plupart des collégiens qui ont lu ces textes ont réalisé que les garçons qui les avaient écrites, ces lettres, avaient à peu près l'âge de ceux qui venaient chercher les filles à la sortie du collège, et puis un peu plus tard à la sortie du lycée. Tout simplement. Et alors ça a donné une autre vision, parce que la vision de l'ancien combattant, elle avait été quelque peu vieillie. D'abord par le fait qu'il y a encore 20 ans, il restait quelques poilus survivants, mais dans quel état ? Dans l'état où nous serons certainement tous un jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'on sera clairvoyant si on vit centenaire. Et tout le monde avait fini par oublier que la plupart des gens qui avaient vécu ce calvaire, quand ils avaient vécu ce calvaire, eh bien, ils étaient à peine sortis de l'école, au sens large, tout simplement. Alors, rapidement, l'essentiel va être de répondre à vos questions, mais je suis normalien de formation, et ma première formation, c'est une formation de professeur de littérature. Et puis, quand j'avais 20 ans, j'ai eu beaucoup de mal à penser, après avoir réussi un certain nombre de concours, que si je ne faisais rien, je savais déjà à 20 et quelques années ce que je ferais très précisément à l'âge de 65 ans. Ça m'est apparu un peu insupportable, donc j'ai renversé ma barque, j'ai repassé des concours, je suis passé par le biais de l'École nationale d'administration, et j'ai commencé ma carrière dans l'administration en faisant quelque chose qui est en apparence très loin de la littérature et de l'histoire. J'ai fait du marketing bancaire. Ça m'a été très utile, ça m'a fait atterrir, ça m'a donné des techniques pour transmettre. Parce que vendre, enseigner, eh bien, c'est un peu comme le marketing. D'une certaine façon, enseigner, c'est d'abord apprendre à écouter. Transmettre, c'est d'abord répondre à des besoins. Et communiquer, c'est d'abord écouter, avant tout. C'est pour ça qu'il va falloir que je vous écoute bien vite. Le début de ma carrière, c'était donc pendant quelques années du marketing bancaire, dans une banque qui existe toujours, qui était à l'époque une administration, qui s'appelle les comptes chèques postaux, et qui est devenue la banque postale. Ensuite, j'ai créé le secteur de la communication interne et institutionnelle, de la poste. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle une mobilité dans le jargon des administrateurs. Je suis parti à la Bibliothèque nationale et j'ai eu la chance, aux côtés d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui était son patron de l'époque et qui était un historien très connu, de diriger le développement culturel de la Bibliothèque nationale pendant 7 ans. Sa politique d'édition, d'exposition, de communication, son développement commercial. Ensuite, je suis revenu à la Poste comme directeur adjoint de la communication. Ça a duré 2 ans. Puis, j'ai eu la chance de copiloter le développement culturel du timbre et de la philatélie. Le beau timbre, c'est l'édition d'art. Pas le timbre ordinaire, mais ces timbres qui sont censés commémorer les événements qui font partie du programme philatélique. Et puis ensuite, je suis parti à Radio France, dont j'ai d'abord dirigé la régie publicitaire, puis la communication, puis surtout, pendant plus de 10 ans, les éditions. Parce que c'est une activité que j'ai créée, qui existait déjà, mais qui était un peu à l'état embryonnaire. Je l'ai développée. Ces éditions qui étaient purement sonores sont devenues écrites. Elles sont devenues ensuite multimédia. Et j'ai passé en tout 12 ans à Radio France. Et puis il y a quelques années, j'ai trouvé que je risquais de m'endormir et que si je ne voulais pas finir à Radio France, il fallait que je bouge. Aujourd'hui, j'ai 56 ans et j'ai réintégré un de mes corps d'origine, la Poste, où je suis chargé de mission depuis quelques années. Et c'était pour moi une sorte de filet provisoire. Et je vais réévoluer à la rentrée prochaine vers un grand musée parisien qui s'occupe beaucoup de lettres, de manuscrits, et pour lequel j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps, j'ai été le commissaire d'une exposition sur les messages secrets de De Gaulle, et l'auteur d'un livre qui allait avec cette exposition et qui était publié
chez Gallimard. Voilà un petit peu mon parcours, et je le répète, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout un parcours de passeur de mémoire, de quelque chose qui est vital, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est là que vous trouverez vos points de référence, à la fois vos ailes et vos racines. C'est là que vous trouverez vos points de repère pour l'avenir. Il m'est arrivé au cours de ma vie de perdre un quart d'heure de ma mémoire, que je n'ai jamais retrouvé, dans un accident de voiture sur la Nationale 20. Et ce jour-là, j'ai fait des travaux pratiques. J'ai réalisé ce que je disais en théorie. Je disais toujours aux gens que dans l'amnésie, il n'y a pas d'avenir. Quand je dirigeais le développement culturel de la Bibliothèque nationale, je lui avais donné une devise, qui était Bibliothèque nationale, la mémoire de l'avenir. Pour rappeler à tout un chacun que dans l'amnésie, il n'y a pas d'avenir. No future, comme disaient les punks à un moment donné. Eh bien ça, je l'ai mis en pratique. Pendant un quart d'heure de ma vie, et c'est un quart d'heure de mémoire que je n'ai jamais retrouvé, c'est-à-dire qu'il y a un quart d'heure de ma vie où après le choc que j'avais subi dans cet accident de voiture, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, il y a un choc, et puis un quart d'heure plus tard, je reprends mes esprits, je suis en train de marcher vers 3 heures du matin, sur une route mouillée, avec des pompiers qui sont en train d'arroser la route. Et je ne sais plus ce qui m'est arrivé pendant le quart d'heure qui a précédé. Comment suis-je sorti de la voiture? Comment ai-je commencé à marcher sur la route? Comment les pompiers sont-ils venus? J'en ai plus aucun souvenir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 5 premières minutes de ma reprise de conscience, il y a eu quelque chose de très désagréable. Ne sachant plus d'où je venais. Je ne savais plus où j'allais. Je ne savais plus qui j'étais. Et ça a duré, alors que j'avais repris mes esprits, 5 bonnes minutes. Et je peux vous dire que c'est très, très désagréable. Alors ça, évidemment, c'est la méthode Coué, c'est la chose spectaculaire, mais ça nous menace tous, si jamais nous sombrons dans l'amnésie. Alors, je vous inviterai aujourd'hui à vous poser une question vis-à-vis d'une des matières qui m'est chère. Il y a les lettres, puisque c'est ma formation de base, mais l'histoire aussi. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est une science de l'anesthésie qui est faite pour vous endormir, pour faire de vous des petits citoyens passifs qui auront le petit doigt sur la couture du pantalon, qui ne broncheront jamais et qui diront toujours oui à ce que leur proposeront les gouvernants ou les opposants du moment? Ou est-ce que c'est une science de l'éveil? Je pense que l'histoire est une science de l'éveil. Et pour qu'elle soit efficace, il faut même qu'elle reste la plus subversive des sciences humaines qui soient. Elle est faite pour vous éveiller. Elle est faite pour vous apprendre que la démocratie ne consiste pas seulement à jeter son bulletin dans l'urne tous les 5 ans, mais ensuite à s'occuper des choses. On ne confie pas la location de l'Élysée à des locataires qui en sont locataires pendant 5 ans, et puis après on dit on les juge sur le résultat, puis on ne s'occupe plus de rien. Il y a une chose très préoccupante dans le pays gaulois dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi, parce que c'est ce qui vous attend un jour, à quel point il est difficile de se loger, quand on regarde le prix des loyers et le prix du mètre carré. Donc on pourrait dire que les assemblées de copropriétaires, quand enfin les gens accèdent à la propriété, sont des choses vitales pour leur devenir. Il y a une autre chose qui est vitale, les uns et les autres, vous avez des parents, Dieu merci, et vos parents sont censés, je pense qu'ils le font la plupart du temps, participer à des réunions de parents d'élèves. On est toujours effrayé quand on est adulte, quand on progresse dans la vie adulte, par le taux d'absentéisme qui caractérise les assemblées de copropriétaires, d'une part, et les assemblées de parents d'élèves, d'autre part. Alors que, quand vos parents viennent à vos assemblées de parents d'élèves, ils viennent pour peut-être ce qui compte le plus dans la vie. C'est votre trajectoire, c'est votre devenir. Donc ce sont des choses infiniment importantes. Là encore, ce sont des choses qu'on ne délègue pas, ce sont des choses qu'on assume. C'est un petit peu pareil pour tout ça. Voilà. Alors je pense que beaucoup de gens ont compris à quel point l'histoire était une matière d'éveil, une matière importante. Et c'est pas pour rien que tout un tas de gens, depuis que l'homme est sur la Terre, cherchent à instrumentaliser l'histoire, à la réécrire, à l'aseptiser. C'est vieux comme les pierres, c'est vieux comme les hommes sur la Terre. Une partie de mon travail consiste à donner la parole aux gens qui ont été les acteurs de l'histoire. Et ça nous met un peu à l'abri. Ça ne présente pas toutes les garanties, mais ça donne un peu plus de garanties. Et ce travail, je le fais sur des thèmes historiques, comme je l'ai fait avec les enfants d'origine juive,
ce qu'on appelle les enfants cachés, qui ont été sauvés parce que cachés dans des familles ou des institutions laïques ou religieuses, entre 42 et 44, et il valait mieux les cacher, les enfants en question, parce qu'ils étaient juifs, leurs parents étaient dans le collimateur, et en général, leurs parents sont partis en fumée dans les camps de la mort. Je l'ai fait sur des problèmes d'ordre social, comme par exemple, on évoquait ça tout à l'heure avec Parole de détenus. J'ai demandé aux Français de m'envoyer leurs témoignages sur leur privation de liberté depuis 30 ans, quelle qu'en soit la raison. Je le fais sur des thèmes très divers. Il y a eu Parole de l'ombre sur la Seconde Guerre mondiale, avec un premier Parole de l'ombre qui était tourné vers la vie quotidienne, vers la guerre au quotidien, vers la résistance au quotidien, et puis le second Parole de l'ombre, qui est plus récent, était axé, lui, sur un concept tout simple, quand les mots deviennent des armes. Hein? Pendant une guerre, il y a des gens qui sont professeurs, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui sont auteurs, poètes, avocats, politiciens. Le métier de ces gens, c'est d'utiliser les mots. Et qu'ils aient été entre 40 et 45 dans la résistance ou dans la collaboration, ces gens ont utilisé les mots comme des armes. Et c'était tout à fait intéressant d'aller voir ce qui se passait dans un camp et dans l'autre. Et puis les thèmes se succèdent. Je prépare pour cet automne un livre dont le titre sera certainement Cher Père Noël. J'ai demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres qu'ils avaient par-devers eux, les plus belles lettres envoyées au Père Noël ou à ses ancêtres. On commence vraiment, quand on est enfant, à écrire au Père Noël à partir de 1944. C'était plus rare avant. Et avant, on écrivait aux ancêtres du Père Noël. Ça pouvait être Jésus, ça pouvait être des avatars, des bonhommes de terroir. Alors vous allez vous dire que c'est un sujet bien frivole, et bien détrompez-vous, le Père Noël est un thème tout à fait passionnant. Et si je fais ça, c'est parce que la Poste va commémorer en 2012 un anniversaire. Il y a 50 ans, il y a un ministre des PTT qui s'appelait Jacques Marette, qui a décidé que les centaines de milliers de lettres que les enfants envoyaient au Père Noël chaque année, il fallait qu'elles trouvent une réponse. Il a donc demandé à un service public, la Poste, de le faire. Et tous les ans, depuis 50 ans, il y a 60 travailleurs saisonniers qui, à Libourne, près de Bordeaux, au service après-vente du courrier, répondent. Ils ont su cette année 1 500 000 lettres de tous les enfants de France et du monde, adressées au Père Noël. Père Noël, avenue du ciel, dans les nuages, que sais-je encore. Parmi ces 1 500 000 lettres, tous les ans, il y a quelques milliers de lettres d'adultes. Les deux échantillons représentatifs des gens qui écrivent le plus au Père Noël sont des 17-23 ans ou des plus de 70 ans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le marché de la solitude. Le Père Noël sert de psychanalyse des pauvres, de confident des esselés. Ben, c'est bien intéressant tout ça. C'est encore un phénomène de société qui livre beaucoup de choses. Et vous verrez, j'espère que vous trouverez autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai aujourd'hui à le composer. C'est quelque chose qui est riche en enseignement. Mais je n'ai que trop parlé, je suis là pour répondre à vos questions. Il nous reste pour ça une demi-heure. Donc, vous avez la parole, que ce soit sur ma trajectoire professionnelle, sur votre trajectoire professionnelle, parce que vous vous posez certainement plein de questions, que ce soit sur la Grande Guerre, sur les conflits mondiaux, sur mes thèmes de prédilection, que sais-je. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, je disais que j'étais un éditeur un peu spécial, puisque le rôle de l'éditeur, c'est d'éditer, mais j'ai une spécialité un peu particulière. J'édite à 80% ceux dont je parlais tout à l'heure, ces obscurs, ces sans grades, que sont vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et vos aïeux. Sur tous les thèmes que je traite, je vais chercher, entre guillemets, monsieur tout le monde. Évidemment, je vais le chercher dans certaines conditions. D'abord, il y a des appels qui ont longtemps été transmis par la voie de la radio, qui peuvent être transmis par voie de presse, relayés par la presse. Et puis il y a un travail de recherche personnelle sur des archives. Aux confins de ce travail de recherche et de ces appels, je reçois beaucoup de courriers. Pour Parole de Poilu, j'avais reçu 10 000 lettres. C'est en moyenne ce que je reçois pour une opération. 10 000 courriers, d'épaisseur variable. J'ai la chance de peu dormir et j'ai 2 vies.
Dans la journée, j'ai mon activité professionnelle, celle qui me fait vivre, et la nuit, j'ai mes livres. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de livres. Il y aurait des nègres derrière mes livres, il y aurait une imposture quelconque. Je n'arrive à faire ces livres que parce que j'ai la chance d'avoir 2 vies et de dormir à peu près 3 ou 4 heures par nuit, ce qui me laisse beaucoup de temps libre. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir une activité diurne qui rejoint mon activité nocturne, parce que tout ça est quand même, c'est évident, très compatible, et d'une certaine façon, le deviendra plus encore à partir de la rentrée. Alors voilà, qu'est-ce que je cherche dans ces contributions? Je cherche ce que j'ai appelé un jour la vibration de l'âme humaine, la petite musique de l'âme. Évidemment, les sujets ne sont pas choisis n'importe comment. En année 2 et 3, en année 2, j'ai rien fait après Parole de Collu parce que j'étais assiégé par des éditeurs qui ne voyaient que le fric, qui, quand ils me voyaient, ne me parlaient que d'argent. Ils ne savaient pas que, tant que j'ai été Radio France, j'ai reversé les droits de ces livres à la collectivité publique pour qu'on ne m'accuse pas d'utiliser la radio, mon outil de travail, pour me remplir les poches. Ils n'avaient rien compris à ce qu'étaient les paroles de. Ils me proposaient de faire des paroles de grand-mère ou des paroles de jardinier. Ils n'avaient pas compris que les thèmes soient historiques ou sociologiques, qu'il y avait une condition sine qua non. Il fallait aller chercher l'être humain quand il passe tout au bord du gouffre. Quand vous êtes un poilu dans les tranchées de 14, vous êtes tout près du gouffre de l'inhumanité. Quand vous êtes enfant, adolescent, et que vous migrez peu à peu vers l'âge d'homme, vous n'êtes pas loin du gouffre par moment. C'est bien la raison pour laquelle il y a malheureusement des taux de suicide beaucoup trop élevés chez beaucoup d'adolescents. Parce que c'est une période où on est désorienté, où on cherche. C'est pas une période facile. Le fait d'atterrir dans ce qu'Alain Fournier appelait la dure vie basse, parce qu'elle l'est d'une certaine façon, cette vie. On ne peut pas mentir, mais elle est aussi pleine de ressources, et pleine de joie, mais aussi pleine d'épreuves. Et quand les gens sont en prison, et quand les femmes vivent le chemin de leur émancipation, qui est une longue histoire, et qui n'est pas finie, on est loin d'être au bout du chemin. Bref, pour tous les cas qui sont derrière les paroles d'eux, eh bien, il y a toujours un moment où l'homme est tout au bord du gouffre, et ça le rend plutôt moins stupide, plus intelligent. Et là, ma stupéfaction depuis 15 ans que je fais ce travail avec ces paroles d'eux, c'est de vérifier année après année que quel que soit, et je vous assure, je dis ça sans aucune démagogie, quelle que soit l'origine sociale des auteurs de ces textes que je choisis, quel que soit leur niveau d'études, leur niveau de maîtrise de la langue française, quand leur âme vibre, la plupart vont être capables d'écrire des pages qui seront parmi les plus belles pages de la langue française. C'est le miracle auquel j'assiste en permanence depuis 15 ans, quelles que soient les thèmes traités, et je ne m'en lasse pas. Comment vous sélectionnez vos lettres que vous allez mettre dans le livre? Eh bien, d'abord je lis tout, ce qui est terrible parce que il y a des choses passionnantes, fabuleuses, mais il y a aussi des textes qui parfois sont très plats, et qui parfois sur certains thèmes donnent une forme de nausée, il faut bien le dire. Quand j'ai demandé aux gens de m'envoyer les plus belles lettres qui dormaient dans leurs archives, au sens large, ça a donné un livre qui s'appelle « La vie en toutes lettres ». Évidemment, le sujet était trop ouvert, et quand un éditeur m'a incité à le faire, je lui ai dit, mais à cet éditeur que je tutoie, tu es conscient du fait que je vais recevoir beaucoup de scories sur un thème trop large. C'est ce qui est arrivé. Mais il faut dépasser ce sentiment de trop-plein, parce que le problème, c'est que même dans une lettre qui en apparence n'a aucun intérêt, parfois il y a 4 lignes fabuleuses. Et ça, vous n'avez pas le droit de le rater. Sinon, d'une certaine façon, vous trahissez les gens qui vous font confiance, les gens qui vous écrivent. Puis ces gens-là, quand ils envoyaient les plus belles lettres qui étaient dans leurs archives, ils étaient persuadés du fait que ces lettres étaient les plus belles lettres, même quand il arrivait que les lettres puissent paraître quelconques. Et après tout, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le goût universel. Alors, pour répondre à votre question, je choisis en fonction de critères liés à la beauté du texte, à la force de la petite musique de l'âme qui transparaît à travers ce texte. Parfois les critères sont différents, ils peuvent être d'ordre documentaire parce que le texte révèle des choses étonnantes et en général ça va de pair. Par exemple, pendant longtemps, en ce qui concerne la Grande Guerre, on a pensé que les états d'âme dataient vraiment de 1917. Or, les premières mutineries
Les premières fraternisations datent de décembre 14. Elles sont venues très tôt. Et ça, pendant longtemps, évidemment, on ne l'a pas dit. Reprenons la Grande Guerre. Il y a des noms qui ne sont jamais dans vos livres de classe, comme Morhange. Morhange, il faut savoir que cette guerre, avant d'être une guerre de tranchées, a été une guerre de mouvement. Et que c'est là qu'elle a fait le plus de morts. On a tué, pendant la première année de la guerre, une guerre qui a quand même duré 4 ans et demi, 40% des 1 400 000 à 1 800 000 poilus français qui ont été tués en 4 ans et demi. 40% pendant les 12 premiers mois. Le 22 août 14, 22 jours après le début de la guerre, on a battu un record. C'était à l'époque de Morhange. On n'était pas dans les tranchées encore, c'était encore une guerre de mouvement. On a battu un record inégalé à ce jour. C'est le nombre de morts dans une même armée, sous le même uniforme. Le 22 août 14, dans la seule armée française, il y a 27 000 morts. Et cette semaine-là, jamais moins de 20 000 morts par jour. Vous comprenez pourquoi on ne publiait jamais les pertes. Alors voilà ce que sont les critères. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que d'une certaine façon, je rends aux gens, je rends au peuple ce que le peuple m'a apporté. Parce que je ne suis pas l'auteur de ces lettres, je n'en suis que le passeur. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous faisiez de toutes ces lettres que vous recevez, le soir, après les avoir lues. Eh bien, toutes les lettres sont ensuite, dans un second temps, Transmises à des institutions de mémoire, qui peuvent être l'historial de la Grande Guerre de Péronne pour la Grande Guerre, le mémorial du débarquement qui est à Caen pour Parole du jour J, l'APA qui est l'association pour l'autobiographie, qui est une institution formée de chercheurs qui collecte ce qui est lié à la biographie des Français du côté d'Ambérieux, le mémorial de la Shoah pour Parole d'étoile. Bref, à chaque fois, je me débrouille pour trouver une institution de mémoire, pour léguer tout ce que j'ai reçu, afin que ces corpus puissent être travaillés suivant des critères qui ne sont pas les miens. Quand on est un historien et qu'on travaille dans les règles de l'art universitaire et scientifique, on ne travaille pas un corpus en 9 mois. Moi, j'ai pas le choix. Je dois travailler mon corpus en 9 mois. Il ne peut pas se passer plus d'1 an entre le moment où je lance mon appel et le moment où j'en rends compte. Les gens ne comprendraient pas. Ils sont impatients. Eh bien, je lègue ces corpus pour que d'autres chercheurs, avec d'autres buts, avec d'autres méthodes de travail, puissent retravailler ces corpus en les soumettant à des échantillons représentatifs, à des règles scientifiques, en n'oubliant quand même jamais que quand on parle d'histoire, on parle de sciences humaines. L'histoire n'est pas une science exacte, il faut le rappeler. Donc voilà comment ça se passe en général, et à chaque fois qu'un corpus est collecté, eh bien il est censé avoir un autre dossier. Alors ça se passe parfois bizarrement. À l'historial de la Grande Guerre de Péronne, j'avais la chance d'être très ami avec le directeur de l'époque, qui s'appelait Thomas Compère-Morel, mais j'ai jamais été très ami avec les 2 historiens de service, qui sont pourtant de très grands historiens, qui sont Annette Becker et Audouin Rousseau, parce que ces 2 chercheurs ont été très jaloux de Parole de poilus et ont estimé peut-être qu'ils auraient dû garder le monopole de ce genre de choses. Voilà. Parmi les historiens, il y en a certains aussi qui ont posé des questions sur vos démarches. Je pense à Nicolas Offenstadt, qui se posait la question en tant qu'historien de la surreprésentation de la lettre, finalement, dans la construction de la mémoire. À côté des lettres de poilus, les ouvrages d'écrivains, des romanciers. C'est un peu ce qu'on a dans nos manuels scolaires. Je suis moi-même professeur d'histoire, j'ai quelques de mes élèves ici. Quel dialogue avez-vous eu avec ces historiens? Au départ, aucun dialogue. Parce que je ne prétendais pas faire un travail d'historien. Je faisais un travail sélectif de transmission de la lettre et du journal intime. C'est-à-dire de témoignages rédigés dans le feu de l'action. J'ai refusé tout ce qui avait été écrit 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. La plupart des poilus français sont passés à Verdun, mais il y en a peut-être un petit 10% qui n'y sont jamais passés. Ces 10%, quand ils étaient encore vivants, étaient persuadés qu'ils n'étaient pas de mauvaise foi. Ils avaient vu des films, ils avaient lu des livres. Leur mémoire avait travaillé, leur imagination aussi. Ils avaient tout recomposé. Donc je ne prétends pas que la lettre soit quelque chose d'universel.
Je prétends simplement avoir ouvert une voie dans laquelle depuis beaucoup de gens se sont engouffrés. Elle ne résume pas tout, cette voie. C'est un mauvais procès qu'on fait. Elle s'est ouverte. C'est tout. Et elle incite les chercheurs à ne surtout pas négliger ce que j'appelle les traces du quotidien. Et ce faisant, j'étais tout à fait en phase avec la posture qui était celle de certains de mes maîtres. Des gens comme Emmanuel Leroy-Ladurie sont dans la trajectoire de ce qu'on appelle en histoire l'école des annales, qui incite les gens à se méfier de ce qui a été écrit avant vous, à tout remettre en question, à tout revérifier sans arrêt, et surtout à utiliser pour cela des traces qui trop longtemps ont été méprisées, les factures, les bulletins comptables, les lettres, les traces de la vie quotidienne, les journaux intimes. Ces choses-là ne révèlent pas plus de vérité que les autres, simplement elles ne méritent pas qu'on les méprise. Et surtout, elles ne méritent pas une autre chose. Lorsque j'ai publié Paroles de poilu, j'attendais en tirant une langue de 2 mètres de long, avec beaucoup d'impatience, la publication qu'un historien a fait des courriers qui étaient retenus, censurés par la censure pendant la Grande Guerre. Et enfin, ce corpus s'était ouvert, ils étaient conservés au château de Vincennes, dans les archives militaires. Le livre paraît, je me jette dessus, je l'achète, et là, ô désespoir, jamais l'historien ne citait une lettre. Il se contentait d'analyser les lettres. Il s'était gardé les originaux pour lui, et pour lui tout seul. Il y a un problème avec les chercheurs en France, et j'en suis un. Il y a un problème en France avec les conservateurs de bibliothèques ou de musées. Ils ont 2 possibilités. Soit ils considèrent qu'ils sont des passeurs, soit ils considèrent qu'ils sont des greffiers. S'ils se considèrent comme des greffiers, ils vont confisquer la matière en estimant qu'ils en sont propriétaires. C'est un peu comme ceux des enseignants qui quand vous serez dans des classes préparatoires ou dans le supérieur, refuseront de vous donner des polycopiés, refuseront de laisser une trace de leur cours, parce qu'avec effroi, en transpirant, ils réaliseront, ou ils ont réalisé que peut-être vous pourriez vous passer d'eux. C'est tout ce que je vous souhaite. Un bon prof, un bon auteur, un bon journaliste. C'est quelqu'un qui petit à petit va vous donner vos propres ailes. Et le plus de bien qu'il puisse vous faire, c'est non seulement d'éveiller vos passions, et ils le font pour la plupart, votre curiosité, votre amour de telle ou telle matière, mais c'est de vous permettre, un jour ou l'autre, de voler par vous-même. C'est-à-dire de se rendre, non pas indispensable à moyen et long terme, mais dispensable. Comme vos parents, le jour où vous sautez du nid, c'est la même chose. Mon fils, dans ses études, après Fénelon, est passé dans une classe préparatoire qui est celle du lycée Pasteur, à Neuilly, en physique. Il était effaré par le fait que les enseignants ne laissaient surtout pas de polycopier sur Internet ou sur papier, parce qu'ils pensaient qu'il fallait qu'il reste indispensable. Je trouve que c'est pas très bien, voilà. Et mon métier, c'est tout à fait l'inverse. Quand vous faites une interview, je fais pas mal de journalisme, avec de la bouteille, vous apprenez que l'interview idéale, c'est celle dans laquelle l'intervieweur s'efface complètement et dans laquelle n'apparaît que l'interviewé. Malheureusement, beaucoup d'hommes de médias font l'inverse. Communiquer, c'est transmettre l'information d'un individu à un autre individu, d'un individu à un groupe d'individus. Vous transmettez l'information, vous transmettez la lumière. Vous n'êtes pas là pour détourner la lumière et pour la projeter sur vous. Malheureusement, l'actualité, l'information étant du showbiz, très souvent la tentation est très forte et les grandes vedettes d'aujourd'hui sont les hommes de radio, de télévision ou de presse. Ça n'est pas tout à fait normal. Donc, vous dites que vous rencontrez les personnes qui vous écrivent à travers leurs écrits, mais par exemple, pour Paroles d'étoiles, est-ce que vous les avez aussi rencontrés en vrai, enfin, je veux dire, au-delà des lettres? Bien sûr. Alors, en ce qui concerne des sujets comme la Grande Guerre, j'ai bien sûr rencontré en général les enfants des poilus, leurs familles, pas les poilus eux-mêmes, puisque déjà quand j'ai commencé, il devait rester 20 survivants, et dans un état de clairvoyance qui n'était pas toujours idéal. En ce qui concerne Paroles d'étoiles, là, comme pour l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, on est dans des zones beaucoup plus proches de nous. La plupart de ces enfants, quand ils ont vécu leur malheur, ils avaient entre 5 et 14 ans. Donc aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont encore bien vivants. Et donc, bien sûr, je les ai rencontrés, car toujours, quand j'ai choisi des textes
il y a ceux des textes qui vont être illustrés, donc j'ai recours aux familles, aux témoins, pour qu'ils m'ouvrent leurs albums de famille, leurs albums de photos, leurs manuscrits. Et puis, pour les autres textes, parce que dans le livre de poche, en général, il y a plus de textes, là, je ne contacte pas forcément les gens. Mais souvent, je les contacte parce que, ne serait-ce que parce que quand vous voulez présenter leur texte, il faut en savoir un peu plus sur eux. Et là, rien ne remplace le contact, qu'il soit direct ou téléphonique. Est-ce que vous pensez qu'on peut émettre un jugement sur l'histoire? Par exemple, est-ce que quand on n'a pas connu une guerre, on peut se permettre de tout simplement d'en parler ou juste de juger, par exemple, tel ou tel personnage de cette guerre si on ne l'a pas vécu? Je pense qu'on n'est surtout pas là pour juger qui que ce soit, pour donner des leçons à qui que ce soit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation en France, il devait y avoir à peu près 200 000 résistants purs et durs, 200 000 collaborateurs purs et durs, et un peu plus de 40 millions de Français qui essayaient de survivre. Vous comme moi, on ne sait pas du tout si nous avions vécu cette période ce que nous aurions fait. Nous n'avons donc aucune leçon à donner à personne. En revanche, rien ne nous empêche d'admirer ceux dont nous pensons qu'ils se sont magnifiquement conduits. Des gens comme Paul Éluard, comme Desnos, comme beaucoup d'autres, qui d'une certaine façon ont sacrifié une partie de leur vie, de leur liberté, leur vie tout court, on peut penser à Saint-Exupéry aussi, pour que nous puissions, un jour, et que nos enfants puissent à leur tour retrouver leur liberté. Voilà, rien ne nous en empêche. Mais on n'est vraiment pas là pour donner des leçons. La seule chose, c'est que, on sait très bien que l'histoire ne se répète pas, mais malheureusement, la plupart des gens qui gouvernent, quel que soit leur bord politique, souffrent trop souvent d'amnésie. Et il y a une bonne partie de la lumière dont nous avons besoin pour le présent et pour l'avenir, je vous le disais d'emblée, qui se trouve dans l'histoire. Donc on aurait tout à fait tort de ne pas s'occuper de ce qui nous regarde au plus haut point. Puis vous savez, n'oubliez jamais une chose, l'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire. Et du jour où il a su écrire, il lui a fallu 5000 ans pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et puis, bien plus tardivement, il aura fallu 50 ans. Les choses s'accélèrent pour faire converger le papier et le pixel, l'ère du papier et l'ère du numérique, qui convergent aujourd'hui. Je ne fais surtout pas partie des gens qui pensent que le numérique tuera le papier ou l'inverse. Je pense que nous ne faisons que vivre la préhistoire de ce qui sera une formidable synergie entre le pixel et le papier, entre l'écran et le papier, entre ce qui est numérique, virtuel, et ce qui ne l'est pas. Et le papier, vous en aurez toujours besoin, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas demain la veille qu'une lettre de votre chéri I ou chéri IE vous transmettra l'odeur de son encre, son parfum, que sais-je encore. Ça passe pas par Internet. Il y a encore des questions de la part des élèves? Oui, moi j'avais une question au sujet des paroles de famille. Il y a des lettres qui évoquent des choses que je pensais qu'on aurait censurées, comme l'exécution, la fameuse période du fusillé des 20 mai. Et une des lettres relate cette exécution. Donc j'aurais voulu que vous parliez du rôle de la censure. Comment ces lettres n'ont pas été censurées? eh bien, la censure faisait son œuvre. Mais dites-vous qu'il y avait quelques milliers de fonctionnaires ou de militaires de la censure, alors qu'il y avait en permanence 4 millions d'hommes dans les tranchées. Donc vous imaginez bien que c'était un peu comme le trafic international sur le web aujourd'hui. Quand vous recevez des colis, les douanes sont complètement enfoncées. Elles procèdent par pointage, mais elles sont complètement dépassées par les événements. C'est ce qui se passait avec les lettres. Très vite, ces hommes savaient que certains propos pouvaient les mener devant le peloton d'exécution. Mais ils finissaient par s'en fiche, en se disant que s'ils ne vidaient pas leur sac, ils allaient devenir fous. Pour beaucoup, crier enfin la vérité, c'était la seule soupape de sécurité. La seule façon de ne pas devenir fou. Ne pas tout garder pour soi, tellement les choses étaient monstrueuses. Quand
certains parents, certaines mères recevaient certaines de ces lettres, elles devaient vieillir de 50 ans en 10 minutes. Et donc c'était presque criminel de leur dire ça. Mais il faut se mettre à la place des auteurs de ces lettres, je le répète, pour eux c'était ça, ou d'une certaine façon crever. Tellement la pression était monstrueuse. Donc ça explique que énormément de lettres échappaient à la censure et que beaucoup bravaient la censure. Parce que de toute façon l'espérance de vie était si courte que les gens se disaient de toute façon mourir de ça ou d'autre chose, ça reviendra bien au même. Il y a des lettres absolument magnifiques. Je voudrais vous livrer la teneur de ces lettres qui n'est pas dans Paroles de Poilu, que j'ai trouvé ensuite dans un recueil de lettres écrites par des soldats allemands qui sont morts au combat entre 1914 et 1918. Il y a un jeune étudiant qui était étudiant en théologie et sa fiancée vient de lui écrire. Alors on n'a pas la lettre de sa fiancée, mais par sa réponse, on imagine ce qu'elle lui disait. Elle lui dit qu'elle tenait tellement à lui qu'elle aurait souhaité qu'il ait une armure et une cotte de maille pour le protéger des balles et des obus. Et lui répond en lui disant « T'es bien gentil de proposer tout ça ». Mais il lui décrit son quotidien en lui disant que petit à petit, tous les gens qui, comme lui, sont en train de se battre, sont en train de retourner à la brute, que tous deviennent égoïstes, que tous ne sont plus obsédés que par une seule chose, leur propre survie, et que tous finissent par avoir trop de distance vis-à-vis de la souffrance des autres, vis-à-vis des autres. Tous deviennent hyper égocentrés, hyper égoïstes, et c'est normal, c'est leur vie qui est en danger à chaque seconde. Et il conclut à sa lettre « Je te remercie beaucoup de me souhaiter une cotte de maille pour me protéger des balles et des obus. Mais à quoi me sert d'être protégé des balles et des obus si je perds mon âme ?» Voilà. La grande surprise de ces lettres, c'est qu'elles sont écrites, les plus fortes d'entre elles sont écrites pendant les premiers mois de la guerre, ceux où a lieu la grande boucherie, où les gens vivent leur baptême du feu, où ils vivent ce qui a sur eux le plus d'impact. Alors on pourrait penser, comme la plupart d'entre eux vont perdre en quelques mois 40% de leurs amis d'enfance, car les gens sont mobilisés dans les mêmes zones, dans les mêmes terroirs, on pourrait penser qu'ils ont soif de vengeance, qu'ils deviennent fous, à force d'avoir vu des gens exploser, étripés autour d'eux. Mais bien pas du tout. Dans la plupart de ces lettres, c'est la propagande qui faisait croire que les gens étaient revanchards, que les gens véhiculaient de la haine. Dans la plupart de ces lettres, il y a un humanisme incroyable qui laisse sans toi. Un des poilus écrit à ses enfants « Jusqu'à présent, mes enfants, les hommes n'ont su que s'entretuer, s'entre-déchirer. » Il écrit ça dès l'été 14. Et c'est à vous que reviendra un jour la tâche qui consistera, écoutez bien, à bâtir la fraternité universelle et l'Europe de demain. Et il écrit ça en 1914. Sacré leçon. Encore une question ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré dans l'histoire ? Cette vie, cette vibration de l'âme humaine. Quand je vous ai dit que l'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire, c'est vous dire que l'histoire moderne, celle qui nous sépare par exemple de la Première Guerre mondiale, c'est l'épaisseur d'un cil dans une forêt. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien. Donc quand des gens cherchent à vous faire croire que l'histoire c'est de la vieillerie, c'est de la poussière, ne les écoutez pas, l'histoire c'est la vie. L'histoire, elle nous enseigne quelque chose en permanence. La fabuleuse trajectoire humaine, avec ses points forts et ses points faibles. Il y a quelques grands auteurs comme Pascal, comme d'autres, qui nous parlent beaucoup de ça. Et puis, il y a une leçon qui vient en permanence. Quelles que soient leurs orientations politiques, il arrive que les gens qui nous gouvernent, dans nos entreprises, dans la cité, il arrive que nous-mêmes, nous pétions les plombs, en oubliant tous une donnée fondamentale. Dans les 10 secondes qui viennent, dans les 20 minutes qui viennent, si je suis un peu inattentif, si j'ai pas trop de chance, je peux passer sous une voiture en traversant la rue. C'est un petit canal peut se rompre dans mon esprit et me transformer en être sénile ou me tuer d'une seconde à l'autre. Quand on oublie ce genre de choses, on ne peut pas vivre en étant obsédé par ça, mais quand on oublie l'essentiel, on oublie la relativité, la fragilité de la trajectoire humaine.
Et la vraie force de la trajectoire humaine, elle est là. Elle est dans cette fragilité. Mais quand on oublie cette fragilité, on ne comprend plus rien au match. Et quand les gens écrasent les autres, quand ils ne s'intéressent plus aux autres, ils ne comprennent plus rien au match. Si j'aime beaucoup Saint-Exupéry, c'est qu'il nous rappelle, à travers son œuvre, que notre vie ne commence à prendre un sens que quand on se tourne vers les autres. Mais on tombe toujours dans le vieux piège de l'ego. Et à l'âge qui est le vôtre, à tous, c'est normal. Parce que pour apprendre à être, il faut se poser. Donc il faut d'abord penser à soi, il faut d'abord forger sa personnalité. On est forcément à la fois fou quand on a 17 ans, ou moins, ou un peu plus, et forcément souvent très égocentré, mais c'est normal. Et petit à petit, j'espère, on apprend à ne pas rester en orbite autour de son nombril. On apprend à regarder les autres. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'on va lancer une grande opération dans laquelle vous pourriez jouer un rôle dans les semaines qui viennent. Il va y avoir un tsunami mémoriel entre 2014 et 2018. J'ai mis au point une idée toute simple qui risque d'être une des idées phares qui va être prise en charge par le comité national qui va gérer tout ça à partir de l'automne pendant 5 ans. Mon projet s'appelle Bleu Mémoire. Il est tout simple et je le dois à vos enseignants. Quand j'ai lancé Parole de Poilu, beaucoup d'enseignants ont pris une initiative à l'automne, tous les ans, ils réunissent leurs élèves, ils leur disent travaux pratiques. Tu vas devant le monument aux morts de ton bourg, tu relèves les noms qui sont sur le monument aux morts, tu rentres chez toi, tu allumes le web, tu croises les noms du monument aux morts avec les noms de l'annuaire. Il y en a qui vont correspondre. Là, tu décroches ton téléphone. 3 fois sur 4, tu vas te planter, et puis 1 fois sur 4, ça fera tilt. Et tu vas faire à ton échelle, à l'échelle locale, tes paroles de Poilu. Derrière ces noms et ces prénoms, à chaque fois que tu pourras, tu mettras une photographie. Et peut-être, pourquoi pas, une lettre ou un bout d'écriture orthographe. Eh bien, Bleu Mémoire, ça sera ça. Ce que vos enseignants ont développé dans le champ de leur propre initiative, on va le faire à l'échelle nationale. On va essayer de convaincre toutes les communes de France d'agir dans 2 directions. D'abord, une direction pas du tout virtuelle, les monuments aux morts. Alors ça tombe bien, à Paris, il n'y en a pas de monuments aux morts. C'est une ville un peu atypique. Il y a des plaques dans les écoles, dans les entreprises, dans les gares, mais il n'y a pas de monuments aux morts. Donc il faudra peut-être les fabriquer de façon virtuelle. On va y revenir. Donc, d'une part, on va inciter les communes à éclairer, avec ces nouveaux éclairages dont on dispose depuis une dizaine d'années, des diodes bleues ou grises, des lumières froides, de façon un peu sélective et précise, les noms et les prénoms qui sont sur les monuments aux morts. Il y a entre 1,4 million et 1,8 million de noms sur 150 000 stèles et monuments aux morts. C'est 1,8 million de noms, c'est le tout premier réseau social qui ait existé en France. Avant 1918, jamais le peuple n'avait laissé une trace collective et pérenne, jamais. La plupart des gens n'avaient même pas de quoi se payer une pierre tombale dans les cimetières. C'est des croix de bois qui, au bout de moins d'une génération, disparaissaient. Alors, c'est cet aspect non virtuel, puis il y a l'aspect virtuel. Vous savez que les communes, maintenant, sont organisées en communautés de communes. Elles ont quasiment tout un site web. On va leur proposer de transférer sur leur site web la liste des noms et des prénoms qui sont sur le monument aux morts et de faire un appel à leurs habitants, à leur population, pour que derrière chacun de ces noms, on mette une photographie, voire plus. Voilà. On va les sortir de l'anonymat, ces Poilu de 14. Ils vont tous retrouver un visage. Et je vous l'ai dit, 8 fois sur 10, ce visage, il sera celui d'un être humain qui avait entre 17 et 23 ans. C'est-à-dire quasiment votre âge. Une dernière question peut-être? Une dernière question. Je crois qu'on peut remercier très vivement vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de cours, venir voir si vous avez du temps. Pour les autres, il faut que vous appelez. Regarder un de prof de 3e.